Bien, donc je disais qu'on va ce soir discuter autour d'un livre, Critique de la raison décoloniale, paru donc aux éditions de l'Échappée en octobre 2024. Donc c'est la traduction partielle d'un livre mexicain de 2020, livre auquel d'ailleurs j'ai collaboré, mais dans une critique qui concernait la France, pas l'Amérique latine. C'était une critique libertaire des indigènes de la République en France. Contribution qu'on ne retrouve pas dans le livre français parce que le livre se concentre légitimement sur la critique des penseurs latino-américains. Hein. Il était plus large, disons, dans son spectre, la version mexicaine. Alors, on verra par la suite que ce livre est à la fois stimulant, polémique, parfois un peu caricatural. On reviendra sur les différents aspects du livre. Donc, pour échanger sur ce livre, on aura deux points de vue différents. Tout d'abord, donc Pierre Gossens, qui est sociologue d'origine française, mais chercheur au Mexique. C'est le coordinateur de la version française du livre et le co-coordinateur de la version mexicaine. Il interviendra en premier pendant environ 30 minutes. Ensuite, interviendra pour environ aussi 30 minutes Capucine Boisdin-Caravias, qui est professeure d'anthropologie à Paris. Elle est notamment l'autrice de plusieurs articles pionniers qui ont fait découvrir la pensée décoloniale latino-américaine en France dans la revue Cahiers des Amériques latines. En particulier, un article qui a été fort éclairant pour moi de 2009 sur études décoloniales et postcoloniales dans les débats français, qui permet bien d'essayer de comprendre en quoi il y a des différences entre ce qu'on appelle décolonial et postcolonial. Le postcolonial anglophone et le décolonial hispanophone. Après nos deux intervenants, j'interviendrai quelques minutes pour faire quelques remarques sur le livre et poser les premières questions pour lancer le débat général avec l'ensemble des présents. Ce débat public est organisé par le séminaire libertaire Étape, qui veut dire exploration théorique anarchiste pragmatiste pour l'émancipation. Séminaire qui existe depuis une dizaine d'années et qui réunit des militants et des chercheurs. Ces textes sont publiés sur le site Grand Angle Libertaire et ces livres sont publiés à l'atelier de création libertaire qui publie des livres de la tradition anarchiste sur la Croix-Rousse à Lyon. La plupart de nos séances ne sont pas publiques, donc là chaque année on fait une réunion publique au moins. Et donc, on a fait passer des feuilles pour ceux qui voudraient être informés des séances non publiques, pour assister au séminaire. La prochaine séance aura lieu dans 2 semaines et va concerner un débat un peu tendu aujourd'hui, c'est-à-dire on va avoir un point de vue sioniste et un point de vue antisioniste qui vont, discuter de manière civile dans le même débat. Bon, c'est ce qu'on devrait pouvoir avoir. Donc nous remercions la librairie Anarchiste Publico pour son accueil ici. Les débats seront filmés, on pourra les retrouver sur le site Grand Angle Libertaire. Et donc je passe la parole à Pierre Gossens. Bonsoir à toutes et à tous. Je remercie Philippe pour l'invitation, pour l'organisation de ce débat. Je ne suis pas le coordinateur du livre, je suis simplement un auteur parmi d'autres. J'étais le coordinateur du livre dans sa version d'origine, publié au Mexique en espagnol. Je suis sociologue spécialisé dans la sociologie de la violence. J'ai un travail empirique qui n'est pas directement lié au sujet d'aujourd'hui. Moi, j'ai travaillé avec des groupes d'autodéfense dans le sud du Mexique et je m'intéresse en particulier aux réponses sociales face à la violence, c'est-à-dire quand les gens, que ce soit les groupes ou les individus, s'organisent pour faire face à la violence et construisent collectivement des alternatives non violentes dans des processus de construction de paix. Et aujourd'hui, je travaille sur un nouveau projet avec des doulas autour de l'humanisation des naissances et des alternatives pour faire face aux violences obstétricales, qui est une problématique
de plus en plus importante en Amérique latine et au Mexique en particulier. Donc je suis basé au Collège du Mexique. Là, je suis en année sabbatique et en résidence de recherche à l'Institut d'études avancées de Paris. Donc ma présence ici est assez fortuite. Ça coïncide avec la sortie du livre. C'est un livre publié en espagnol par la UNAM et Bajo Tierra, qui est une maison d'édition libertaire au Mexique. Un livre qu'on a publié en 2020. Un livre qui se divisait, un livre qui s'appelle Piel Blanca Máscaras Negras, qui se divisait en deux parties. Une première partie théorique, de critique théorique, à laquelle a participé Philippe avec un chapitre, et une deuxième partie sur une critique plus en lien avec les pratiques des luttes et des mouvements sociaux, que ce soit en Amérique latine ou ailleurs, pour essayer aussi d'analyser les possibles conséquences de la pensée décoloniale une fois transposée dans la pratique militante. Donc c'était un livre organisé en deux parties, une première partie plus théorique, critique, et une seconde partie plus de pratique militante, on va dire, parce que c'est un livre qu'on avait pensé un peu à mi-chemin entre le champ universitaire et le champ militant. C'est pour ça qu'on peut retrouver une pensée et des critiques assez classiques dans le champ universitaire, mais aussi des réflexions plus pratiques et des fois sur un ton moins universitaire ou plus polémique, hein, comme vient de le dire Philippe. Donc c'était un livre pensé en ce sens, essayer d'articuler un peu ces deux dimensions. Et la traduction qui a été faite, c'est la traduction de la première partie, uniquement. Donc ce qu'on retrouve ici, c'est la critique théorique de la pensée décoloniale, et la partie militante, malheureusement, n'a pas pu être traduite. Donc bon, c'est déjà bien, je vais voir le verre à moitié plein, et pas à moitié vide. C'est déjà bien que cette traduction ait pu voir le jour. On ne l'a pas forcément cherché, ça vient aussi de l'initiative des traducteurs et des éditeurs de l'échappée, dont un est ici présent, Pierre Madeleine, que je remercie pour sa présence, qui ont pris l'initiative de sélectionner certains textes et de les traduire en français pour les donner les faire connaître du public français, dans un souci de divulgation et de transmission de ces débats latino-américains ici en France, qui heureusement sont en train d'arriver et sont de plus en plus connus, mais ça reste quand même souvent pour les non-initiés des débats ou des idées qui peuvent, ou des auteurs qui peuvent paraître un peu lointains. Donc ce qu'on fait dans le livre, c'est une critique qui se concentre sur les pionniers de la pensée décoloniale en Amérique latine, c'est-à-dire le groupe Modernité-Colonialité, qui est un groupe d'intellectuels latino-américains qui se forment à la fin des années 90 et au début des années 2000. Donc là, on retrouve des auteurs dont nous faisons en partie la critique dans le livre. Il y a évidemment l'inventeur de la colonialité et de la colonialité du pouvoir, qui est Aníbal Quijano, sociologue péruvien, le philosophe mexicain d'origine argentine Enrique Dussel, mais on retrouve aussi d'autres auteurs comme Walter Mignolo, Arturo Escobar, Edgardo Lander, Ramón Grossfogel, et il y en a d'autres, et nous n'avons pas pu tout réviser dans ce corpus qui est déjà assez dense, parce qu'on parle un peu des pères fondateurs, entre guillemets, de la pensée décoloniale latino-américaine, et beaucoup d'entre eux avaient déjà une œuvre préexistante. Non, je pense surtout aux deux premiers, Aníbal Quijano, qui vient du marxisme, et Enrique Dussel aussi, qui avaient des œuvres préexistantes assez conséquentes avant
leur virage décolonial, pour le dire d'une certaine façon. Et donc c'est un livre qui essaye de cibler ses origines, ce cœur de pensée originel de la pensée décoloniale, autour de ces grandes figures qui sont aujourd'hui des figures tutélaires de la pensée décoloniale en Amérique latine. Et de cibler, de centrer la critique sur certains travaux écrits de ces auteurs en particulier. Et du coup, la délimitation de cet objet d'étude d'un point de vue théorique a forcément exclu d'autres facettes ou d'autres versants de la pensée décoloniale. Donc, par exemple, tout ce qui est la théorie du féminisme décolonial n'est pas traité. Elle est traitée, mais à partir des cas pratiques qui étaient dans la deuxième partie du livre et qui ne sont plus dans la version française, par exemple, ou l'écologie décoloniale, qui est aujourd'hui en plein développement. Non, je pense par exemple au livre de Malcolm Ferdinand, qui est en rencontre aujourd'hui un certain succès. Aussi, nous avons dû, de façon... à cause de cette délimitation méthodologique, écarter ou ne pas tenir compte forcément des bifurcations, des ramifications, des développements ultérieurs de la pensée décoloniale qui a beaucoup essaimé, qui a rencontré des développements divers selon les pays, selon les disciplines, selon les époques aussi, avec des débats internes, voire des controverses qui ne sont pas forcément reflétées dans ce livre. Je pense qu'il y a d'autres, si vous avez intérêt ou à découvrir ou pour une introduction aux études décoloniales, ou si vous avez cet intérêt pour connaître davantage la pensée décoloniale latino-américaine, peut-être qu'il ne faudrait pas commencer par notre livre en premier, sinon par exemple, il y en a un ici, si tu me permets, de Pensée décoloniale de Philippe Collin et Lissel Quiros, qui représente, à mon sens, une bonne introduction, ça s'appelle comme ça, le sous-titre, une introduction aux théories critiques d'Amérique latine, qui a au moins le mérite de faire mention des théories préexistantes, des théories d'où viennent les pensées décoloniales en Amérique latine. Donc on a la philosophie de la libération, par exemple, avec Enrique Dussel, on a le marxisme hétérodoxe, on a l'anticolonialisme classique et les penseurs des peuples autochtones, les penseurs indigènes et afrodescendants qui sont aussi très importants, caribéens. Il y a aussi la théorie de la dépendance, évidemment, qui a un point important, la théorie du système monde, non, quand on sait que Quijano a travaillé avec Wallerstein, Immanuel Wallerstein pendant plusieurs années. Donc, il y a des théories préexistantes. Cependant, je pense que la limite de cette introduction, c'est son côté un peu apologétique ou acritique, où est passé sous silence les critiques reçues, mais également les débats internes et les controverses qui ont pu animer la pensée décoloniale. Donc, en ce sens, il me semble que les deux livres sont complémentaires, mais plutôt en commençant par l'introduction et en passant après à la critique. Parce que nous, ce qui nous animait, c'était plus le besoin d'une critique et d'articuler de façon plus systématique une critique qui jusque-là se trouvait assez éparse, éparpillée. Il y avait déjà eu des critiques émises en Amérique latine vis-à-vis du courant de pensée décoloniale. Je pense que la critique première, c'est celle de la sociologue bolivienne Silvia Rivera Cusicanqui, dans un texte de 2006, si ma mémoire est bonne, au début des années 2000. Et petit à petit, ces critiques se sont multipliées et aujourd'hui, il y a vraiment, de même qu'il y a un boom des études décoloniales et de la pensée décoloniale
je pense qu'on peut parler, vous me corrigerez, ici en France également. Disons qu'il y a un engouement, il y a un développement important des études décoloniales. En parallèle, il y a aussi des critiques qui ont été émises et qui aujourd'hui, il me semble, se multiplient également en parallèle. Donc on peut, en plus de notre livre, j'ai aussi amené le livre de Michel Cahen qui s'appelle Colonialité, plaidoyer pour la précision d'un concept, qui vient d'être publié l'an dernier aux éditions Cartala. C'est une critique marxiste du concept de colonialité, qu'il essaye d'une façon tout à fait hegelienne ou marxienne de remettre sur pattes sur des bases matérialistes. Et on verra quel écho recevra cette proposition matérialiste pour une refondation du concept. Et dans notre cas, la critique, elle vient plutôt d'une préoccupation vis-à-vis des étudiants avec qui on travaillait en classe, avec qui on accompagnait dans leurs projets de recherche, dans leurs thèses, d'un côté, et aussi vis-à-vis du monde militant. Une inquiétude vis-à-vis des étudiants, parce que aujourd'hui, on a des étudiants qui sont de plus en plus familiarisés avec les thèses décoloniales, qui connaissent ces auteurs, qui arrivent déjà avec un discours construit ou préconstruit. Et on a fait face des fois à une certaine rigidité ou un certain dogmatisme, pour ne pas dire sectarisme, de la part de certains, avec des discours assez essentialistes ou assez manichéens, qui avaient tendance à simplifier beaucoup de choses. Donc il y avait un problème pédagogique que nous, on a rencontré en tant que professeur, en tant qu'enseignant. Et là, je parle de nous, je parle aussi de ma collègue Gaïa Makaran de la UNAM, l'Université nationale autonome, avec qui j'ai co-dirigé l'ouvrage d'origine. Et il y avait aussi une préoccupation d'ordre plus militant, étant donné que moi, par exemple, et là je ne parle pas évidemment au nom de tous les auteurs. Moi, je suis un auteur parmi d'autres. C'est mon point de vue personnel que je donne ici. Je ne parle pas au nom d'un collectif, même si, bon, là, ça dit collectif, mais c'est juste que je suis là en France pour la lancer, la sortie du livre, et je suis le seul francophone, non, de l'équipe. Donc c'est un peu sur moi qu'est tombée la tâche de faire la pub et la promotion du livre, et du coup on peut penser que je suis le coordinateur, mais pas du tout. Je suis juste un auteur parmi d'autres. Et donc ce que je disais, c'est que parmi ces auteurs, parmi les collègues, il y a aussi certains qui ont développé une pratique militante, ou tout du moins un accompagnement de certaines organisations sociales. Et c'est mon cas, c'est le cas de Gaïa et c'est le cas d'autres. Et c'est pour ça qu'au début, je disais que j'avais travaillé avec des groupes d'autodéfense dans le sud du Mexique, ce qui m'a conduit à accompagner certains processus de lutte des peuples indigènes et afro-descendants dans l'état de Guerrero, qui est entre Oaxaca et Michoacán, au Mexique, dans le sud. Peuple en français qu'on appellerait Mixtèque, Tlapanec et afro-descendants. Il y a la police communautaire qui est très connue au Mexique, peut-être que vous la connaissez, qui est une expérience de lutte très importante au Mexique, dans cette région. Et j'ai eu l'opportunité d'accompagner certaines organisations en tant que prof universitaire, mais du coup en tant que scribe, en tant que secrétaire. J'ai été aussi confronté, pas seulement avec les étudiants à la fac, mais aussi avec certains militants, et en particulier certains jeunes de ces organisations indigènes qui pouvaient développer, influencés par la pensée décoloniale, certains discours, voire certaines pratiques, avec des penchants essentialistes ou identitaires. Je pense que Philippe dirait identitariste, pour utiliser le néologisme,
où le monde, où leur vision du monde avait tendance à se résumer à une opposition manichéenne ou dichotomique entre le monde indigène et le monde non indigène, ou entre les blancs et les non-blancs, ce qui a pu même mener à certaines pratiques qui, disons, des pratiques d'exclusion, non, et certaines divisions dans ces organisations, non, entre personnes légitimes et non légitimes, mais dont la légitimité se basait davantage sur la couleur de peau, par exemple, que sur la prise de position ou sur l'engagement militant, non, par exemple. Donc ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes non seulement pédagogiques, mais aussi militants, et c'est pour ça qu'on a essayé de monter ce bouquin, fait un peu de briques et de broc, de façon tout à fait artisanale. Je dois l'admettre, d'où ses limites aussi, et je veux bien aussi reconnaître certaines limites. Philippe a dit que ça pouvait être caricatural des fois. Mais il faut aussi prendre en compte les conditions de production de l'œuvre, certaines limitations aussi qu'on peut rencontrer, même si nous, dans notre cas, on fait quand même partie d'universités, les universités les plus prestigieuses au Mexique, là où il y a quand même certains moyens. Mais là où je faisais le travail militant, par exemple, dans l'université qui s'appelle la Unisur, qui n'existe plus, qui était une université populaire interculturelle avec des jeunes issus des communautés indigènes et afrodescendants. On avait vraiment des ressources très limitées. Non, il fallait faire la coopération pour l'essence. On a donné des cours sous les arbres. Enfin, je ne veux pas caricaturer non plus, mais c'était vraiment dans des conditions assez précaires d'enseignement. Et de même, pour la production de cet ouvrage, on a essayé, comme ça, de prendre l'initiative de contacter des auteurs à droite à gauche, d'essayer de réunir des critiques et essayer de trouver un dénominateur commun à toutes ces critiques, mais ça reste difficile, parce que les gens qui participent ici, ils viennent de différentes traditions de pensée et de lutte. Donc il y a des personnes qui s'identifient au monde libertaire, mais il y a aussi des marxistes, il y a aussi des écologistes, il y a aussi il y a un Foucaultien, il y a des féministes, il y a des traditions diverses, il y a des pays divers, il y a des disciplines, des sciences sociales et humaines aussi diverses, surtout sociologie, anthropologie, philosophie, histoire, mais pas que. Et tout ça, on a essayé de le mettre ensemble d'une façon assez précaire dans les limites de l'exercice. Et ça a donné ce livre. Ce livre qui essaye de faire une espèce de contre-feu, non, pour reprendre un peu l'entreprise de Bourdieu à l'époque. Un contre-feu, c'est face à l'incendie, faire un petit incendie pour essayer de freiner la propagation. Donc il y a un petit côté pyromane incendiaire, si vous voulez, surtout dans notre introduction, où le ton est beaucoup plus polémique, mais c'est aussi volontaire. C'était une façon pour nous de marquer une halte, ou lever la main, ou dire qu'il y avait des problèmes, on rencontrait des problèmes, et qu'il serait temps de s'arrêter dessus. Sur ces problèmes. Donc la critique, je ne vais pas pouvoir rentrer en profondeur, je vais simplement énoncer plusieurs points. Après, peut-être qu'avec vos questions, avec vos commentaires, on pourrait approfondir. Mais ces critiques ne sont pas nouvelles non plus. Par exemple, là, je pense à la France, et je pense en particulier à l'article de Capucine, dont a fait mention Philippe dans son introduction, où les études postcoloniales, et aussi après on peut revenir sur la distinction études postcoloniales et études décoloniales, parce qu'il y a beaucoup de confusion, ou je ne sais pas si on pourrait parler de confusionnisme. Dans ce cas, autour du décolonial, postcolonial, anticolonial, il y a beaucoup de gens qui sont paumés là-dedans.
y a beaucoup de monde qui utilise, mais c'est pas pour jeter la pierre, hein, mais par commodité aussi, ou des fois par ignorance, comme synonyme anticolonial, décolonial, postcolonial. Donc avant, on parlait d'anticolonial. Aujourd'hui, on parle de décolonial comme si c'était forcément la même chose. Et auparavant, c'est-à-dire il y a 20 ans, grosso modo, il y a eu déjà des critiques qui ont été formulées, et en particulier ici en France et ailleurs, vis-à-vis des études postcoloniales. Et ces critiques, on les retrouve en partie dans la nôtre. Non, je pense par exemple à Jean-Loup Ancel, L'Occident décroché, ou Jean-François Bayard sur les études postcoloniales et le carnaval académique, qui sont grosso modo des critiques que nous aussi on formule, parce qu'on pense que si bien les penseurs décoloniales aiment se penser comme en tant que aiment penser leur entreprise intellectuelle comme un dépassement du postcolonial, il nous semble qu'ils continuent à partager certains écueils que l'on peut retrouver également dans les études postcoloniales, et ça c'est les critiques que l'on retrouve dans la nôtre et qui étaient déjà présentes, non, vis-à-vis des études postcoloniales. Donc on parle surtout des fois d'une tendance essentialiste, à un certain essentialisme, c'est-à-dire à essentialiser certaines cultures. Donc dans ces textes, quand on commence à les lire, on parle beaucoup de l'Occident. Il y a beaucoup de critiques à l'Occident ou à l'eurocentrisme, mais il faudrait se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est que cet Occident, non, qu'est-ce que c'est, où ça commence, où ça s'arrête. Bon, ça, c'est vraiment des grands débats, mais il y a une tendance à réduire cet Occident ou cette Europe à un gros bloc un peu monolithique et des fois un peu caricatural, mais aussi, et là, du coup, on pourrait parler d'un certain occidentalisme, d'une certaine façon, non, ou l'invention d'un Occident, que ça c'est la critique, ça c'est pas la nôtre, c'est Michel Cahen qui parle de l'invention d'un Occident par la pensée décoloniale, donc on pourrait en parler, mais ça marche aussi en sens inverse. Et là, Michel Cahen, lui, parle d'orientalisme à rebours, c'est-à-dire inversement, une certaine idéalisation du monde préhispanique, précolombien, avant la conquête coloniale, et aujourd'hui une certaine idéalisation des cultures des peuples autochtones et afrodescendants en Amérique latine. Donc ça c'est un premier gros point qu'on retrouvait déjà face aux études postcoloniales qu'on développe à nouveau. Une deuxième grosse critique qui était déjà préexistante, c'est un certain culturalisme, c'est-à-dire que c'est une critique, la décoloniale, qui a une tendance, et là je parle de tendance à chaque fois, hein, je ne veux pas non plus caricaturer, ils ne font pas que ça, mais quand on lit et qu'on commence à lire et on multiplie les lectures décoloniales, il y a quand même une tendance qui est assez claire, qui se dégage à penser l'oppression, penser la domination en termes plus culturels, dans un premier temps, que politiques ou économiques. Donc, si le marxisme, par exemple, a pu pécher d'un certain économicisme, nous trouvons que le décolonial peut pécher d'un certain culturalisme, dans le sens où c'est le culturel, l'approche culturelle qui passe en premier, la critique épistémique, non, à l'épistémologie, à la colonialité du savoir, dans ce cas, qui est un corollaire de celle du pouvoir et de l'être. Et donc une vision culturaliste qu'on peut retrouver. Et également, ce que nous critiquons, c'est un certain déterminisme géographique qui ferait correspondre les auteurs ou les œuvres ou leur production à certains espaces culturels. Et du coup, je ne veux pas dire condamnerait forcément, mais aurait un poids très important pour expliquer l'orientation géopolitique de ces auteurs ou de cette production. Et ça, c'est un débat aussi qui me semble, il faut avoir
pour ne pas tomber dans la satanisation de tout ce qui vient de l'Europe, non, forcément, qui serait forcément du coup eurocentrique, et pas non plus idéaliser tout ce qui viendrait du Sud ou tout ce qui serait subalterne ou produit par un individu ou un collectif identifié comme subalterne. Et donc, il y aurait une espèce de privilège inversé, à nouveau un privilège épistémique à rebours inversé par rapport à la production de connaissances subalternes. De même qu'il faudrait problématiser, et c'est ce que fait Capucine, et je pense que là, elle va rebondir là-dessus après, parce qu'elle a le privilège de parler après moi. Donc, je vais essayer de déminer un peu en amont. L'américanisation, non, ça c'est aussi un reproche qui a été fait aux études postcoloniales et que nous faisons en partie vis-à-vis des études décoloniales. Mais c'est vrai que, et là peut-être, je ne sais pas si le caricatural faisait référence à ce point en particulier, mais c'est vrai que peut-être qu'on est tombé ou on a grossi le trait, disons, vis-à-vis de l'influence américaine. Nous pensons qu'elle est indéniable, que si bien il s'agit d'une pensée latino-américaine produite par des latino-américains en dialogue avec des connaissances et des corpus latino-américains, il n'en reste pas moins que les grands théoriciens décoloniaux, ou tout du moins une bonne partie de ces pères fondateurs, ils sont en poste aux États-Unis, où ils sont passés par les États-Unis, où ils ont fait leurs études aux États-Unis, où ils ont fait une résidence de recherche comme moi en ce moment aux États-Unis, pas à Paris. Et il y a une influence indéniable des cultural studies ou des ethnic studies, latino studies et autres studies. Et qu'il y a quand même, il y a une reproduction des mots qu'on peut retrouver, enfin des mots MAUX, des problèmes qu'on peut retrouver dans le politiquement correct de ces études culturelles faites depuis les États-Unis, avec une transposition de problématiques raciales, ethniques, qui ne sont pas forcément celles exactement qu'on peut retrouver en Amérique latine. Un autre point de critique, c'est un certain simplisme historiographique, des fois avec des raccourcis qui sont faits dans la lecture de l'histoire, des auteurs décoloniaux qui se plaisent beaucoup dans la lecture de l'histoire, un certain historicisme ou une interprétation de l'histoire qui n'est pas forcément fait par des historiens professionnels. La plupart ne sont pas historiens, et peut-être que la discipline la plus remontée contre les études décoloniales aujourd'hui, c'est une hypothèse à vérifier, c'est peut-être celle des historiens, justement, qui pestent pas mal à cause du manque de travail d'archives et du manque de dialogue avec toute l'histoire coloniale, non, et les historiens de l'époque coloniale et du corpus construit, sous prétexte d'eurocentrisme, encore une fois, qui est des fois quand même très commode. Un certain manichéisme, je l'ai déjà mentionné, qui a tendance à renvoyer dos à dos des systèmes binaires, non, d'opposition. Une influence postmoderne qu'on peut aussi retrouver dans les études postcoloniales et qui a été critiquée auparavant, avec certains auteurs, pas tous, hein. Et c'est pour ça que je reçois aussi la critique qu'on peut être injuste de les mettre des fois tous dans le même sac, parce qu'on va toujours trouver des exceptions. On va toujours trouver que mais Quijano a dit ça, mais Dussel a travaillé là-dessus, et donc à partir des cas particuliers, évidemment qu'il y aura toujours des exceptions à la règle, non ? On a essayé de dégager des tendances, mais ça souffre toujours d'exceptions. Mais il y a certains auteurs décoloniaux qui quand même, surtout ceux de la philosophie, je pense à Castro Gomes là en particulier maintenant, qui essayent de dialoguer avec les auteurs postmodernes qu'on connaît beaucoup plus ici en France et qui les citent. Ils citent Lyotard. Une critique de l'eurocentrisme qui, et ça c'est un autre point, qui a tendance des fois à tomber dans une espèce de chauvinisme latino-américaniste, un ethnocentrisme à nouveau à rebours, inversé, non, comme
L'occidentalisme, j'en ai déjà parlé, et une dérive idéaliste qui rejoint un peu le culturalisme, c'est-à-dire une critique des coloniales de plus en plus philosophique, idéaliste, basée sur la production des savoirs, la production des connaissances, le monde universitaire, critique qui est légitime, on ne dit pas le contraire. Mais qui a tendance à s'enfermer dans cet idéalisme, des fois un peu naïf en termes politiques, et qui pourrait oublier les bases matérielles de ces problèmes. Comme quoi la domination par exemple, du champ universitaire du Sud, elle est aussi crassement matérielle. Non, c'est une question de ressources, c'est une question de financement. C'est pas seulement un eurocentrisme idéal qui est là, qui est patent, mais qui n'explique pas tout, non, à nouveau. Et finalement, un autre point négatif que nous voyons, c'est un effacement de la question sociale. La classe apparaît, la classe sociale. Il y a des auteurs comme Dussel et Quijano qui viennent du marxisme, mais on a quand même un effacement de la question sociale, et ça c'est la critique ici qui a été faite par exemple par Gérard Noiriel et Stéphane Beau, non, dans leur livre Race et sciences sociales, et d'autres, un effacement de la question sociale, de la classe sociale qui est présente dans la pensée décoloniale, mais souvent d'une façon rhétorique. Donc, du coup, on va parler de la colonialité du pouvoir, de la colonialité du genre, et on va parler de la classe, mais un peu à la fin, non, un peu des fois dans certaines études intersectionnelles où il y a la race, le genre et la classe, mais la classe c'est souvent le dernier wagon du train, et il y a un traitement qui peut devenir, dans certains écrits, périphérique, non, de la question sociale. Donc ça c'est les points pour résumer grosso modo, mais comme vous l'aurez compris, je pense qu'évidemment, notre critique n'est pas une critique de droite, et je finirai là-dessus. Je ne suis pas représentant de l'Observatoire du décolonialisme. Non, on ne parle même pas du décolonialisme, et je pense que ça c'est un bon marqueur. En général, ceux qui parlent du décolonialisme, vous pouvez les étiqueter à droite directement. Notre critique est une critique anticoloniale, est une critique de gauche. Et nous essayons d'apporter un contrepoint, un contre-feu à ces études décoloniales qui sont quand même en plein boom, je pense qu'on peut le reconnaître aujourd'hui, qui ont... Capucine dit que non, mais moi je vois quand même des postes, je vois des financements, je vois des départements, je vois des espaces. En France peut-être pas, mais en Amérique latine... Oui, en Amérique latine, je pense qu'il y a des collègues brésiliens ou colombiens, je pense qu'ils ne vont pas me donner forcément tort, mais tout du moins, il y a beaucoup plus d'espace qu'avant. Et face à cet essor et les possibles problèmes ou dérives auxquelles peuvent amener certaines interprétations ou certaines pratiques militantes qui se nourrissent du décolonial, nous avons jugé bon d'émettre cette critique qui reste ouverte, qu'il faut réviser de façon collective et qui évidemment, et la réaction de Capucine le montre, en France a une réception différenciée de celle qu'il y a pu avoir en Amérique latine, liée aussi aux controverses et aux tensions du monde politique d'ici. Donc ça, c'est quelque chose évidemment qui nous échappe un peu, mais je pense que c'est nécessaire et intéressant de réfléchir aussi à la réception d'un livre comme ça en France, et nous sommes là pour ça ici aujourd'hui. Merci. Merci. La parole à Capucine. Merci, merci Pierre. Je suis très contente d'être dans cette crypte ici, dans cette librairie, et je remercie beaucoup Philippe de m'avoir invitée. Je suis ravie de connaître Pierre maintenant, du coup, de manière personnelle. J'avais lu ton livre en 2020 à sa sortie, et j'en avais fait un compte-rendu en français. Bon, la première chose que j'ai vraiment besoin de dire, c'est qu'en France, les auteurs et les autrices
décoloniales d'Amérique latine et des Caraïbes ne sont ni traduites ni lues. Bon, ça commence tout juste à changer grâce au travail de Lise Elky-Rose et de Philippe Collin. Philippe Collin qui a traduit un livre justement d'un penseur, Kittin Lamé de Colombie. Grâce à Emmanuel Levine qui a traduit Philosophie de la libération de Doucel. Vous imaginez un livre qui date des années 70, qui vient à peine d'être traduit en français, qui prépare d'autres traductions. Donc, la réalité, c'est qu'en fait, en France, pour un public français qui lit peu l'espagnol, il faut quand même le rappeler, c'est des philosophes en France qui sont généralement peu hispanophones, qui sont plutôt anglophones. Des historiens, les historiens hispanophones, existent, on a une forte communauté en France, mais ils ne vont pas forcément lire ces auteurs-là. Donc en fait, ma première remarque, c'est que au moment où les auteurs décoloniaux, pour moi, étaient les plus intéressants et les plus fertiles, d'une certaine manière, c'est-à-dire dans les années 2000, de 90 jusqu'à 2010, en France, ils ne sont pas lus. Quand je fais en 2009 un numéro spécial des Cahiers des Amériques latines, où on traduit notamment un texte d'Enrique Dussel qui me paraît très important, qui s'appelle Pour un dialogue mondial des philosophies, qui montre, s'il en était besoin, que les auteurs décoloniaux ne sont pas anti-universalistes. Juste lisez cet ouvrage-là. Enfin, cet article-là, ça tombe bien, c'est un article, ça se dit quand même relativement vite. On fait ce numéro, justement, pour le donner à connaître ses travaux, montrer qu'ils ont un ancrage dans une tradition de pensée latino-américaine, qui ne sont pas que une ruse de la région impérialiste nord-américaine, se faisant passer pour de la gauche, mais nord-américaine, qui vient contaminer les idées françaises, mais donc qui sont intéressants, qu'il faut les lire. Alors, ce numéro, en 2009, il fait un flop, personne ne le lit. Il commence à être lu en 2014, et périodiquement, il renaît, parce que finalement, il garde une forme d'utilité dans le débat public, parce que, finalement, ces auteurs, et j'insiste vraiment beaucoup dessus, sont pas lus. Quand on parle de décolonial en France, en général, on ne se réfère pas aux théories latino-américaines et caribéennes, en fait. C'est un usage assez flou, en fait, du terme. Et là-dessus, je te rejoins sur la nécessité de clarifier. Du coup, le problème que j'ai avec la version française, c'est que tu allumes un contre-feu là où il n'y a pas de feu. Du coup, ça allume... Ça fait... excuse-moi l'expression, ça fait un peu un éléphant dans un magasin de porcelaine, si tu veux. Et pour le coup, en France, il y a 0 poste, mais absolument 0 poste sur les questions décoloniales. Et je peux te dire qu'une de mes doctorantes qui a fait une magnifique thèse sur les séducteurs professionnels, les bricheros, au Pérou, en partie, en dialoguant, en reprenant un certain nombre de ces outils combinés au féminisme matérialiste, ne trouve absolument pas de poste. Et je suis certaine que c'est à cause de ces questions-là. Donc en France, il y a une véritable omerta. Et il y a des personnes, et comme les auteurs décoloniaux sont même, je le repère dans un certain nombre d'ouvrages, sont des espèces d'épouvantails intellectuels. Et les gens disent, moi je suis pas comme les décoloniaux, moi je suis pas essentialiste, je suis pas manichéen, je suis pas simpliste, je sais pas quoi, communautariste, identitariste, moi je pense comme ça. Et on va le retrouver dans des auteurs par ailleurs que j'aime énormément, comme Souleymane Bachir Diagne ou Jean-Louis Amsel, sauf qu'en fait ils les lisent pas. En fait ils en ont une vision complètement caricaturale. C'est pas lu. Donc du coup, voilà, ça c'est ma première, si tu veux, ma première réaction de dire, le bouquin arrive dans un état, une situation en France qui n'est pas la même. Et moi, par exemple, pour revenir, tu as parlé de tes étudiants, et j'entends le besoin que tu as eu toi, avec tes étudiants, de dire, stop, on va prendre le temps de regarder quels sont les présupposés des courants décoloniaux, regardez où vous mettez les pieds, etc. Moi, mes étudiants à l'Institut des hautes études d'Amérique latine sont pour un tiers d'entre eux latino-américains et 2 tiers français. Les latino-américains qui arrivent en France pour se former ne connaissent pas nécessairement les auteurs décoloniaux latino-américains. Parfois oui, parfois non. Et les Français, alors, les connaissent pas du tout. Et donc, en fait, en tant qu'enseignante, j'ai à cœur de leur enseigner, évidemment, la pensée française sur l'Amérique latine, mais ce serait complètement ridicule de ne pas leur enseigner aussi
la tradition de pensée latino-américaine, dans toute sa diversité, sur leur propre continent. Ça serait pour moi, pour le coup, rejouer une forme de colonialité du savoir voilà, je veux pas que mon université rejoue ça. Donc pour moi, c'est très important que dans notre université en France, ces auteurs-là soient lus par les étudiants et soient critiqués. Hein, tu l'as dit, moi j'ai un certain nombre de critiques aussi, et je rejoins un certain nombre de critiques qui sont formulées dans l'ouvrage. Mais ça me paraît très important qu'on les fasse connaître ici en France. Quand je dis ça, pour moi, ce qui est très important, c'est que c'est pas parce qu'ils sont latino-américains qu'ils ont raison, c'est pas parce qu'on est européen qu'on a raison, c'est pas parce qu'ils sont des penseurs autochtones qu'ils ont une pensée plus juste et meilleure, c'est pas parce qu'on est européen qu'on a une pensée plus juste ou meilleure. Il me semble que là-dessus, on a beaucoup avancé et qu'on est capable de reconnaître qu'on on est chacun pris, nos pensées sont situées. Il y a des conditions de production de la pensée, dont on doit prendre des conditions matérielles, très très matérielles. Il y a une géopolitique du savoir, c'est un terme de Mignolo pour le coup que je trouve assez intéressant. Simplement, et quand voilà, on est pris dans ces conditions de production de la pensée, mais on n'est pas enfermé. Et pour moi, il n'y a pas nécessairement de privilège épistémique à être subalterne ou à être dominant. Non, aucun. Simple, et tout est, on peut, et heureusement, et c'est pour ça que l'université existe, quand même, on peut justement penser en dialoguant, fondamentalement, entre personnes qui sont dans des conditions de production de pensée différentes, justement, en dialoguant, en se mettant à la place de l'autre, dans ce dialogue de pensée cher à Montaigne, et qui fait qu'on a du plaisir à débattre, comme par exemple ce soir. Donc, et ça reconnaître à la fois que nos pensées sont situées, mais qu'en même temps, on n'y est pas enfermé, pour moi, c'est très, très important comme point de départ. Deuxième petit point que je voulais partager avec vous, il se trouve que dans mon travail d'anthropologue, j'ai appris le guarani dans la campagne, au Paraguay, avec des paysans qui ne se reconnaissent pas comme indiens. Au Paraguay, 80% de la population parle guarani. Seulement 2% se reconnaît et est reconnu comme indigène, comme autochtone. Donc parler guarani n'est pas un marqueur d'identité ethnique. Et moi, avec ma tête de blonde aux yeux bleus, si je parle guarani, je suis paraguayenne, il n'y a pas de souci. Et c'est normal en fait, ça ne surprend pas tant que ça. Et ça m'inclut dans une communauté de discussion, une scène nationale au Paraguay. C'est ce qui me plaît beaucoup dans ce pays. Donc, j'ai aucune vision romantique, idéaliste, essentialiste des langues autochtones et des identités autochtones. Et si au Mexique, le fait de parler une langue autochtone est un marqueur ethnique, au Paraguay, ça l'est pas. Voilà. Et c'est une langue, d'une certaine manière, qui est nationalisée. C'est une langue qui n'est pas ethnique. Bon. Deuxième chose, je travaille avec des documents d'archives en guarani, des documents qui sont produits à l'époque coloniale dans les missions jésuites du Paraguay, à la fois par des jésuites, mais aussi par des Indiens. Je vais notamment regarder toute leur correspondance politique, et je m'intéresse à leur concept politique. J'essaie de comprendre quelle était leur expérience politique de la situation coloniale dans leurs propres mots, dans leur propre concept politique. Et c'est sûr, j'ai vraiment pas une vision simpliste, manichéenne de l'histoire coloniale. C'est extrêmement complexe, et je travaille finalement avec un guarani dans ces archives-là qui est monarchique et catholique, en fait. C'est un guarani qui est assez peu exotique, si je peux me permettre. C'est un guarani qui a été un outil de la colonisation, qui a été un outil de l'évangélisation, qui est profondément, d'une certaine manière, occidentalisé, ce qui n'a pas empêché les autorités indiennes de se servir de ce guarani-là pour négocier leurs droits, négocier leur marge de manœuvre, défendre leurs intérêts. Donc, tout ça pour dire que je suis très sensible aux travaux des historiens, je suis très sensible à la critique des historiens, que les historiens font aux études décoloniales. Moi-même, j'étais souvent gênée, voilà. Et alors, jusqu'à ce que un jeune philosophe de Paris 1, Mam Mandiaye, qui était dans une école d'été qu'on a faite avec Magali Besson, une semaine dédiée aux études décoloniales d'Amérique latine, on a souhaité proposer finalement aux jeunes un espace de dialogue serein pour travailler avec ces penseurs et ces penseuses.
Je dis serein parce que franchement, quand vous travaillez sur le décolonial dans l'université, vous prenez des toilettes pourries dans la figure en permanence. Hein. On en est là. Hein. On n'est pas du tout dans la même situation que peut-être à certains moments au Mexique. Donc dans cette école d'été, MAM nous a démontré qu'en fait, l'approche décoloniale, c'est une philosophie de l'histoire. Il n'y a aucun historien dans le groupe Modernité-Colonialité dans les pionniers. C'est une philosophie de l'histoire. Alors, c'est comme de reprocher à Marx et Hegel des imprécisions historiques. Bah oui, leurs textes sont pleins d'imprécisions historiques. Non, moi, c'est une philosophie de l'histoire. Alors moi, avant d'écouter MAM nous faire cette démonstration, donc on est en train de préparer un livre collectif qui va s'appeler Penser avec les études décoloniales d'Amérique latine et des Caraïbes. Il sortira, j'espère, bientôt. Enfin, il faut attendre 6 mois dans l'édition. Vous savez, quand on dit bientôt, ça prend un peu de temps. Il m'a vraiment éclairée parce que moi, jusqu'alors, je voyais les études décoloniales comme en tout cas leur proposition, comme un méta-récit, un grand récit. Il faut rappeler que quand ils arrivent dans les années, en tout cas moi, quand je les lis en France vers 2007, on est dans la multiplication des petits récits, on est dans la critique très très forte du postmodernisme, critique très forte des méta-récits. Enfin, une forme presque de désespoir politique parfois. Enfin bon, moi je le lis comme ça, peut-être qu'on ne sera pas tous d'accord. Et finalement, l'approche décoloniale, elle m'a secouée, quoi. Il y avait de nouveau un récit, une proposition de lecture de l'histoire du monde, une histoire générale, avec ses imprécisions, on est absolument d'accord, et avec une visée émancipatrice. Et ça, on l'avait pas en France à ce moment-là. Pas du tout. Donc, le fait que ce soit... ça venait tellement, je dirais, à l'encontre de tout ce que je lisais à ce moment-là, que moi, ça m'a fait en fait un bien fou. Ce que ça m'a apporté aussi, et je vais en parler de manière personnelle, dans ces études décoloniales, moi, ils m'ont permis de penser le racisme à l'échelle globale. Moi, je voyais à l'époque, en 2007, le racisme aux États-Unis, le racisme en Amérique latine, le racisme en France, le racisme en Allemagne, tout ça, pour moi, c'était très, très différent, et c'est très différent. Il y a des histoires sociales, politiques, l'impact de la Shoah qui n'est pas la même des deux côtés, etc., etc. Mais le fait de proposer qu'à partir du XVIe siècle, il y a une division sexuée et racialisée du travail, et qu'elle se généralise à l'échelle de la planète dans un système monde qui se met en place à ce moment-là, c'est une proposition, alors je l'ai reformulée, et qui se rigidifie en fait au XVIIIe et au XIXe siècle. C'est beaucoup plus labile, évidemment. C'est un type de capitalisme entre le XVIe et le XVIIe siècle qui est différent de celui du XVIIIe, XIXe, mais qui, tout d'un coup, m'a énormément éclairée. Ils m'ont aidé à penser ce racisme au niveau global et de manière connectée. En fait, il y avait toutes les pièces du puzzle, finalement, qui s'agençaient entre mes expériences au Paraguay, mes expériences en France, et tout d'un coup, j'arrivais à les penser ensemble. Ensuite, voilà, ils m'ont aussi apporté, et ça, c'est Santiago Castro Gómez qui me l'a apporté plus tôt, l'idée de l'hubris du point zéro. Cette idée que, finalement, à un moment donné en Europe, il y a en Europe, pas les États-Unis pour l'instant, par l'entreprise coloniale qui ramène des expériences du monde entier, qui ramène des objets du monde entier, des informations du monde entier, et là c'est un peu l'anthropologue qui parle aussi, une sensation de pouvoir embrasser par le regard le monde entier et d'oublier finalement le point de vue à partir duquel il parle. Donc c'est ce qu'il appelle l'hubris du point zéro, la démesure de celui qui pense être un point zéro du monde et qui a un point de vue finalement de Dieu sur l'ensemble du monde et qui oublie de se situer dans ce monde-là. Il oublie que l'Europe est une ère qui elle-même est finalement une province à l'échelle du monde. Donc moi, ça m'a permis de mieux comprendre pourquoi, effectivement, en anthropologie, jusqu'à il y a pas si longtemps, moi, quand j'ai étudié l'anthropologie, on m'a appris à étudier les cultures comme des objets, et qu'il fallait tous les comparer entre eux, à partir d'une grammaire forgée dans les sciences sociales, avec des concepts uniquement en langue européenne.
tout petit peu quand même. On a heureusement quelques mots qui viennent de langues autochtones, mais donc on a beaucoup avancé. On fait plus de l'anthropologie comme ça. On fait une anthropologie à partir d'une interlocution avec l'autre, dans un dialogue qui est beaucoup plus horizontal et qui n'est pas une étude de l'autre, mais une étude avec l'autre. Voilà, mais c'était quand même pour moi un apport important. Après, je dirais que personnellement, je me situe entre le pessimisme matérialiste de Quijano et l'optimisme idéaliste de Dussel. Pour Quijano, en fait, on n'est jamais devenus post-coloniaux. On a toujours été... on n'est jamais sorti de la colonialité, du pouvoir, du savoir. Bon, de l'être, ça va être un peu plus compliqué, mais bon. Donc on n'en est jamais sorti pour lui. Donc il était très pessimiste sur la possibilité même d'en sortir. Pour le coup, c'est vraiment quelqu'un qu'on ne peut pas taxer d'essentialiste. Vraiment pas. On ne peut pas taxer d'idéaliste non plus. Ça me paraît difficile. C'est quelqu'un qui pensait pratiquement impossible de sortir, en fait, de cette colonialité-là, tant qu'on ne sortirait pas du système monde capitaliste tel qu'on est là. Alors Dussel, lui, il propose un dialogue mondial des philosophies, il le pense possible, et donc il va l'encourager. Je ne peux pas tomber dans l'angélisme d'une certaine... Enfin, en même temps, je ne peux pas non plus renoncer totalement à cet idéal de dialogue entre penseurs. Mais je suis assez consciente aussi que tu peux faire toutes les rencontres philosophiques du monde que tu veux. Tu peux repenser les droits de l'homme à partir de plusieurs langues, à partir de plusieurs traditions philosophiques. Si les structures matérielles... si le mode de production capitaliste n'est pas transformé, ça ne changera rien. Donc en fait, je crois qu'on se rejoint sur un certain nombre de points. Finalement, on a... Ce qui peut y avoir d'écart, d'écueil essentialiste chez Walter Mignolo, vous le pointez assez bien. C'est pas l'auteur qui m'inspire aujourd'hui le plus, on va dire. Hein, je suis plus inspirée par Quijano, par Dussel. Je suis beaucoup plus inspirée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Rita Segato, moi, qui me permet d'avancer dans ma réflexion. Je vous invite à lire les traductions qui ont été publiées il n'y a pas très longtemps chez Payot. La guerre aux femmes. Notamment, il y a des contre-pédagogies de la cruauté qui devrait bientôt sortir aussi. Son petit livre aussi sur l'écriture sur les corps des femmes assassinées à Ciudad Juárez. S'il y a un bouquin par lequel il faut commencer, c'est celui-là, l'écriture sur les corps des femmes assassinées de Ciudad Juárez. C'est un petit bouquin, vous le lisez en 2 heures, un voyage en train, quelques voyages en métro, et votre vie en est changée. Voilà. J'espère qu'il est dans la librairie, j'ai pas vérifié avant. Voilà, cette autrice... Bon, j'ai peut-être plus beaucoup de temps, il faut peut-être qu'on laisse la parole aux questions. Elle est passionnante, et je crois qu'aujourd'hui, dans tous les débats qu'on a, et notamment, pour vous donner encore plus envie de la lire, c'est quelqu'un qui a commencé son travail, qui pense l'anthropologie à la demande, et qui a commencé son travail dans des prisons auprès d'hommes accusés de violences sexuelles. Voilà. Et d'hommes... donc elle a vraiment cherché à la dialoguer avec ces hommes-là, à essayer de penser cette violence-là. Je ne peux pas résumer sa pensée, je peux vraiment vous inviter et si elle vient en France, je vous ferai signe aussi peut-être pour favoriser un débat avec elle. Aujourd'hui, ces féministes décoloniales, elles ont un débat entre elles passionnant sur cette question de la colonialité du genre. Moi, je ne partage pas du tout les positions de Maria Lugones, qui pour le coup me paraissent complètement essentialistes et manichéennes et réductionnistes. Voilà. Rita Segato m'intéresse beaucoup plus de ce point de vue-là. Elle a une vision plus nuancée. Mais voilà, tout le débat est ouvert. Ça demanderait presque une autre séance, parce que ça dépasse l'ouvrage.
si tu veux, je te ferai un peu la même critique je vous ferai un peu la même critique que Jules Falquet m'avait fait dans le numéro qu'on a fait des Quêtes d'Amérique latine, où finalement on ne parle que de ces pionniers, hommes, voilà, et qui ont été très inspirants dans les années 90-2000. Voilà, aujourd'hui non. Enfin, je veux dire, c'est comme je le dis souvent, les études décoloniales, elles se sont congelées dans les années 2010. Le féminisme décolonial, non. Le féminisme décolonial, aujourd'hui, il est très vivant, il est très intéressant, il est très inspirant. Et quand je dis inspirant, c'est pas que je prends toutes les théories et qu'on les prend sans les critiquer. Au contraire, je crois que c'est très important d'utiliser notre esprit critique. Simplement, j'aurais à cœur que votre ouvrage, que ton ouvrage, ne fasse pas un effet de gatekeeper et qui empêche de lire. Qui se disent, finalement, il y a trop de contradictions, trop de points qui vont pas, je vais pas le lire. Et ça, ce serait vraiment dommage, parce que on a là des penseurs et des penseuses d'Amérique latine qui ont une vision, une philosophie de l'histoire, certes, voilà, qui pensent le monde entier, à valeur universelle, complètement ancré en fait dans les traditions de pensée européenne, même si ils se revendiquent de penseurs autochtones ici. Quand tu discutes avec eux, ils sont bien conscients qu'ils sont plus inspirés par Marx que par tout autre auteur, ou par Lévinas, par d'autres philosophes. Mais voilà, j'aimerais plutôt favoriser qu'ils soient davantage invités, lus, débattus, à la fois par les milieux militants et par les milieux universitaires. Merci. Oui, merci à tous les deux. Je vais un peu amorcer la discussion. Peut-être que je vais peut-être faire un point d'abord sur la question France-Amérique latine, parce que en fait, il y a des éléments de vérité sur les deux. C'est-à-dire que si on prend la question universitaire, que ce soit le post-colonial ou le décolonial, sont très présents en France, dans le milieu universitaire, parce qu'il y a une inertie par rapport aux nouvelles découpages, aux nouveaux problématiques, etc., qui fait qu'on aura beaucoup de mal à intégrer des nouvelles problématiques dans les cadrages disciplinaires existants, dans les logiques académiques, etc., qui fait que, en fait, là, ça menace pas du tout l'université française, même ça reste à la périphérie, et ça va rester à la périphérie. Ça intéresse un milieu intellectuel périphérique, mais peu l'université en termes de postes et d'institutions. Par contre, la référence est devenue forte, et c'est pour ça que le livre est utile, à mon avis. C'est pas à la situation universitaire, c'est la situation militante. C'est que la référence décoloniale est devenue, sans connaissance d'ailleurs, filtrée par ceux qui ont utilisé d'abord dans le milieu militant, c'est d'abord les indigènes de la République, qui d'ailleurs, si on fait un peu leur histoire, ne connaissaient pas la différence entre postcolonial et décolonial. Donc au début, les premiers textes se disent postcoloniaux, et puis ils rencontrent des décoloniaux latino-américains, ils deviennent décoloniaux, et les usages décoloniaux dans ces milieux militants, notamment des indigènes de la République en France, et ce qu'ils ont succédé, comme aujourd'hui, par exemple, sur le web, Parole d'honneur, etc. C'est ça qu'on appelle décolonial en France. Par contre, ça, c'est devenu assez important, et le livre est très utile pour ça, parce que c'est devenu important, sans connaissance en général, ou très peu de connaissance des auteurs, mais la référence est là, et elle correspond assez à toutes les critiques sur manichéisme, essentialisme, etc., identitarisme, etc. Là, par contre, c'est plombant. Par contre, il y a un autre niveau qui est le débat public, où la réaction, parce qu'on est quand même dans une phase d'extrême droitisation en France et ailleurs, la réaction, ce qui est appelé décolonial dans les médias, c'est quelque chose de négatif, mais qui n'est pas connu non plus. Tu as parlé de l'Observatoire du décolonialisme, le discours anti-woke, etc. Bon, c'est-à-dire que c'est une critique du décolonial avant même qu'il arrive. Donc, personne ne sait ce que c'est, mais on le connaît par la stigmatisation réactionnaire. Bon. Et donc, c'est un autre niveau, hein, et là, on a ces éléments.
un manichéisme de référence au décolonial du côté de milieux militants, les indigènes de la République, parole d'honneur, des médias dominants où décolonial c'est le mal, et dans la phase actuelle d'extrême droitisation. Et puis un milieu universitaire qui met fortement à distance et qui s'y intéresse peu en France. Voilà, on a quand même, voilà, je verrais plutôt cette situation. Bon. Donc c'est pour ça que le livre est utile quand même, parce que en même temps, il s'adresse aussi à des milieux militants. Ce qui est important aussi dans ce qu'a dit Capucine, c'est le souci de globalisation qu'il apporte. Hein. Bon. Alors le problème, c'est peut-être qu'il ne faut pas cette globalisation, mais bon, il y a la crise du marxisme qui représentait quand même la forme de globalisation la plus utilisée. Ça s'effondre. Il y a le développement d'une apologie de l'émiettement postmoderne, où là, il n'y a plus besoin de globalisation. Et puis là, il y a un discours qui reglobalise. Bon. Alors peut-être il le reglobalise mal, hein, et peut-être qu'il ne faudrait pas reglobaliser comme ça, hein, c'est-à-dire au sens d'une forme d'homogénéisation d'une certaine façon, hein, parce que c'est une globalisation qui homogénéise. Bon. Alors, mais en tout cas, oui, il répond à ce besoin de globalisation. Bon. Alors, tout d'abord sur le livre, je voudrais souligner donc l'intérêt, le caractère stimulant l'introduction, hein, de Pierre et de Gaïa, qui synthétise assez bien une série d'axes sur les écueils, les impensés d'auteurs décoloniaux et d'usage, moi je l'ai dit en France, du décolonialisme. Hein, c'est l'essentialisation d'entités, hein, l'Occident, l'Europe, l'Amérique latine, le Sud global, toutes ces qui circulent aujourd'hui dans les débats publics, hein, et dans les débats médiatiques, avec des biais typiquement culturalistes, avec une homogénéisation de tout ça à chaque fois, sans contradiction, sans processus, sans historicité. Bon, ça c'est un élément important, et c'est là on voit quand même la tentation des philosophes d'homogénéiser, et la faible présence des historiens, par exemple, pour réintroduire des contradictions et du processus. Hein. Bon, ça, c'est un élément quand même important. Bon. Cet essentialisme est associé à une vision manichéenne. Si on oppose simplement l'Europe, l'Occident et le Sud global, et l'Amérique latine, avec un élément binaire qui voit mal les contradictions entre les deux blocs, hein, et ni leur interaction historique, donc ça me semble assez juste, et c'est encore plus caricatural dans le discours militant qui serait revendique du décolonial en France. Hein, là, on est vraiment dans des choses... Voilà. Donc, ça peut être lié, parfois, c'est indiqué dans l'introduction par des schémas conspirationnistes, hein, parce que ces entités comme Europe, Occident, etc. sont dotées d'intentionnalités négatives. Donc là, on retrouve des éléments de ce type. Une démagogie épistémologique, c'est comme le terme qui est utilisé, mais c'est dans l'idée de disqualifier les savoirs qui sont produits au nord et au profit des savoirs du sud global, mais en même temps dans un truc complètement incohérent, puisqu'en même temps, c'est quand même, tout ça est alimenté par des auteurs du Nord. Donc, il y a finalement une incohérence forte dans cette façon de faire. Alors, dans le livre, moi, j'ai particulièrement apprécié les contributions. Alors, le philosophe et sociologue argentin Martín Cortés s'appelle « Contre l'ontologie de l'origine et de la pureté ». Et il y a quelque chose de très intéressant sur ce qu'il appelle une pensée frontalière, et où il fait l'éloge de la contagion et de l'impureté. Là, c'est vraiment, il y a quelque chose de stimulant. Il y a quelque chose de très intéressant aussi dans le livre, c'est le dernier texte, la chercheuse indépendante Andrea Barriga, qui retrace son parcours autobiographique au sein des études décoloniales, et son adhésion, son intérêt, et la façon dont peu à peu, dans son parcours, elle va aller de déception en déception. Là, c'est très intéressant, parce que là, ça part d'un parcours biographique. Tout ça, ça me semble bien décevant à la fois sur le plan intellectuel et sur le plan militant. Alors, je l'ai dit, il y a aussi des écueils et des impensés dans le livre. Hein. Il y a des auteurs qui citent bien le Mexicain
Brian Jacob Bonilla-Andeñao, qui, dans sa contribution sur critique de la colonialité, met en évidence, par exemple, comment, à l'intérieur du mouvement décolonial, il y a des logiques de procès qui sont faites. Le texte de Martin Cortés rappelle que souvent les grandes et célèbres polémiques, je cite, sont principalement dues à une simplification de la position de l'adversaire. Or, ce qui est critiqué par ce décontributeur, c'est aussi ce que fait un peu trop l'introduction. Voilà, c'est-à-dire où il y a une vision pamphlétaire trop chargée qui va dans ce sens. Alors, j'utilise des mots usurpation décoloniale, nouvelle forme de ventriloque, piraterie intellectuelle, recherche cynique de la visibilité à tout prix, imposture intellectuelle, donc ça charge quand même. Hein. Bon. Donc, et donc on s'éloigne là de la discussion nuancée, argumentée, hein, des éléments auteurs, là, avec des choses comme ça. Évidemment, on est plus proche de la caricature. C'est une faiblesse de certains passages, pas de toute l'introduction, c'est même de l'introduction, et c'est pas du tout présent dans les contributions. C'est quelque chose qui est là, c'est comme si c'était un adjuvant de promotion du livre ou pour lancer une polémique comme les autres. Bon. Voilà. Alors, j'aurais deux autres points. C'est qu'il y a le texte de Daniel Inclán dans sa contribution sur l'histoire en débat. Bon, il critique beaucoup Enrique Dussel, donc qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un philosophe décolonial et un théologien de la libération. Donc c'est aussi cette tradition de la théologie de la libération en Amérique latine. Hein. Et c'est le grand spécialiste en Amérique latine de la philosophie d'Emmanuel Levinas. Alors, pour le séminaire Étape, c'est très important parce qu'on a beaucoup travaillé sur Levinas, donc c'est une auteure centrale pour le séminaire Étape, parce qu'on pense qu'en fait, il y a une portée libertaire très forte dans la pensée de Levinas. Bon. Et alors, Inclán ne comprend rien à Dussel et son rapport à Levinas. D'ailleurs, il cite jamais Levinas, il voit qu'il y a cette histoire d'autre et d'autrui, il ne comprend pas d'où ça vient, mais ça vient de Levinas, il ne le cite pas, il ne comprend pas bien ce qui se passe, et il en fait un truc qui n'a rien à voir avec le cadre philosophique de Dussel, qui pose des problèmes, hein, le cadre de Dussel, l'interprétation de Levinas. Il pose un problème parce que, en tant que théologien de la libération, dans une certaine usage catholique de Levinas, il va mettre autrui du côté de la victime, et il va avoir une logique victimaire par rapport. Et ce n'est pas du tout chez Levinas la victime. Mais alors, ça n'a aucun rapport. Bon. Donc, il y a une interprétation, et il y a une collectivisation, alors là, qui n'a plus aucun sens pour Levinas, puisque l'autrui, c'est un singulier, individuel. Or, pour Dussel, c'est des catégories, c'est des ensembles, c'est des groupes. Bon. Dussel fait la même erreur que va faire après Judith Butler dans son livre sur Israël-Palestine, parce qu'elle utilise beaucoup Levinas aussi. Elle l'utilise, d'ailleurs, elle comprend cette question de la singularité individuelle, mais à un moment donné, elle se pose la question du visage du Palestinien, et elle veut que la question d'autrui soit, ça puisse le Palestinien en tant que catégorie. Or, pour Levinas, c'est une singularité individuelle, ça ne peut pas être une catégorie. Donc c'est vrai que Dussel, lui aussi, c'est-à-dire que Inclán ne comprend pas grand-chose à Dussel et à Levinas, et Levinas a des problèmes dans sa compréhension, disons, de Levinas. Bon. Donc en tout cas, là, il y a, il me semble, un problème qui nous intéresse, nous, particulièrement, parce que ça nous semble renouveler la pensée libertaire, parce que Levinas, c'est une sortie de l'identitarisme, justement. Hein. C'est la possibilité de sortir de l'être. Hein. Bon, comment est-ce qu'il est possible de sortir ? C'est un des premiers textes de Levinas, jeune, hein, de l'évasion, où il pose la question de la possibilité de sortir de l'être. C'est-à-dire que on peut sortir de l'être, ça veut dire que je peux sortir de l'identité. C'est-à-dire que je peux sortir du même et je peux aller vers quelque chose qui est autre. Bon. Alors là, voilà, il y a un élément pour nous important. Alors, je ne connais pas tout de Maria Lugones, je n'ai pas la même vision négative, mais c'est la sociologue et la philosophe anarchiste Irène Pereira qui me l'a fait découvrir. Mais il y a un très beau texte qui a été traduit en français et qui est assez anti-identitariste. C'est un texte de 2009, mais qui est traduit en 2011. Ça s'appelle « Attitude joueuse, voyage d'un monde à d'autres et perception aimante », qui est un texte très beau sur l'amour joueur, qui est un voyage à travers des mondes pour des personnes aux dimensions multiples. Et alors là, on n'a plus grand-chose à voir
avec l'identitarisme. On est dans quelque chose qui est une sorte d'ouverture à la diversité identitaire. On est plutôt du côté de la sortie de lettres de Lévinas que, disons, de l'identitarisme. Et là, il me semble que ce féminisme décolonial et intersectionnel et même apporte beaucoup par rapport à la pauvreté, alors encore plus la pauvreté militante qui se réclame du décolonial en France. Voilà. Donc voilà quelques éléments de pistes supplémentaires pour notre discussion, et donc on peut ouvrir la discussion à tout le monde. Ouais. Alors oui. Oui.